Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique. C'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir, c'est votre magazine d'information et d'éducation sur la santé. Pour vous le présenter, je suis Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour fidèles auditeurs. Cette semaine, dans votre santé, votre avenir, nous parlons du dépistage du VIH/SIDA chez les enfants. Des tests qui dépendent souvent du bon vouloir des parents et dont certains n'en comprennent pas la nécessité. Souvent aussi, les gens ne comprennent pas qu'il faut tester l'enfant s'il se porte bien. Les parents affectent facilement tester l'enfant quand ils constatent qu'il est régulièrement malade. Quand il est gravement malade, il vient maintenant dans le centre de santé. Le médecin en ce moment constate qu'il y a un problème. Quel type de test faut-il effectuer, quand et comment? Dans cette édition, nous écouterons les conseils pratiques d'une pédiatre. Il faut faire le dépistage par la méthode directe qui se fait à 6 semaines. Ça prend 2 semaines ou à 1 mois pour avoir les résultats. Donc, s'il est négatif, c'est qu'il est négatif. Mais si cet enfant est allaité, il faut refaire la PCR à l'arrêt de l'allaitement. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Parlons tout d'abord de la journée mondiale du diabète. C'était le 14 novembre. Alors Firmin, qu'a-t-on appris de nouveau sur la maladie? D'abord, l'on a eu droit à de nouveaux chiffres publiés par la Fédération internationale du diabète FID. Selon ces chiffres, en 2016, un adulte sur 11 dans le monde était atteint de diabète. Ces chiffres montrent qu'il y a eu 10 millions de nouveaux diabétiques entre 2015 et 2016. Toujours selon la FID, le diabète reste l'une des plus grandes urgences sanitaires mondiales. Davantage d'actions sont nécessaires pour réduire le fardeau économique et social qu'il représente, car le diabète représente 12% des dépenses de santé au niveau mondial. La maladie devrait toucher quelques 629 millions de personnes en 2045, prédit la FID. Le diabète, on le sait, est un trouble d'assimilation des sucres par l'organisme. Il existe 2 formes. Effectivement, Mohamedou, il y a le diabète de type 1 qui apparaît le plus souvent de manière brutale chez l'enfant ou chez le jeune adulte. Il est caractérisé par une production insuffisante d'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. Il y a aussi le diabète de type 2. Représentant près de 90% de cas, ce diabète correspond à une hausse prolongée du taux de sucre dans le sang, souvent associé à l'obésité et au mode de vie. Par exemple, la sédentarité, une mauvaise alimentation. Autre journée mondiale, c'était le 12 novembre et c'était la journée mondiale contre la pneumonie. En effet, Mohamedou, et c'était l'occasion de rappeler que la pneumonie est encore responsable des décès d'environ 15% d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. La pneumonie tue plus d'enfants que le paludisme, le VIH/SIDA et la rougeole combinés ont alerté plusieurs organisations de la société civile africaine. Elles ont réclamé une augmentation des budgets destinés au financement des vaccins contre la pneumonie, des programmes de vaccination de routine, mais aussi le renforcement des systèmes de santé. Plusieurs pays africains, dont le Kenya, l'Ouganda et la Zambie, ont élaboré des plans au niveau national des États et des districts pour intensifier les mesures de lutte contre la pneumonie. Des exemples qui ne sont pas encore malheureusement adoptés partout sur le continent. Au fait, Firmin, c'est quoi la pneumonie et comment peut-on l'éviter? La pneumonie est une infection respiratoire aiguë affectant les poumons. En cas de pneumonie, les alvéoles des poumons se remplissent de pus et de liquide, ce qui rend la respiration douloureuse et limite l'absorption d'oxygène. Pour prévenir la pneumonie de l'enfant, l'OMS recommande la vaccination, l'allaitement au sein exclusif, le lavage régulier des mains, la réduction de la pollution de l'air intérieur. Pour prévenir la pneumonie de l'enfant, l'OMS recommande la vaccination, l'allaitement au sein exclusif, le lavage régulier des mains, la réduction de la pollution de l'air intérieur. Pour traiter les malades, l'OMS recommande le cotrimosasol pour les enfants infectés par le VIH. Outre les antibiotiques, l'enfant peut être mis sous oxygène si son état l'exige. Rappelons-le, vacciner son enfant est le meilleur moyen de prévention. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Lutte contre le changement climatique, enfin, l'OMS et ses partenaires viennent de lancer une initiative spéciale pour protéger les habitants des petits États insulaires en développement.
En effet, c'était en marge de la conférence des parties sur le climat COP23 réunie à Bonn du 6 au 17 novembre. L'initiative poursuit 4 grands objectifs. Faire mieux entendre la voix des responsables sanitaires des petits États insulaires en développement afin qu'ils aient plus d'influence dans leur pays et au niveau international. Deuxièmement, réunir les preuves scientifiques offrant des arguments pour investir dans le domaine du changement climatique et de la santé. Troisièmement, promouvoir des politiques propres à améliorer l'état de préparation des pays. Enfin, tripler le montant de l'aide financière internationale consacrée au changement climatique et à la santé de ces États. Au fait, Firmin, pourquoi les États insulaires sont-ils ciblés par cette initiative? Selon le Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, les habitants des petits États insulaires en développement sont les premiers exposés aux phénomènes météorologiques extrêmes, à l'élévation du niveau des mers et à l'augmentation du risque des maladies infectieuses. Rien que cet été, une série d'ouragans ont frappé les Caraïbes. Ces catastrophes montrent l'importance d'agir vite et efficacement. Rappelons que moins de 1,5% des crédits internationaux destinés à l'adaptation au changement climatique sont alloués à des projets conçus pour protéger la santé de tous et seule une faible partie de ces fonds va aux petits États insulaires en développement. Merci Firmin. Terminons cette page actualité en annonçant que la Journée mondiale de lutte contre le sida se déroulera le 1er décembre prochain. Cette année, le thème de la campagne sera le droit à la santé. L'ONU-SIDA veut mettre l'accent sur le droit des personnes vivant avec le VIH d'accéder à des installations sanitaires et logements adéquats, à une alimentation nutritive, à des conditions de travail saines, à l'éducation et à la justice. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, et ses pays membres envisagent de mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030. Pour y parvenir, les pays veulent faire dépister au moins 90% des personnes vivant avec le VIH-Sida. Mais faire le dépistage n'est pas toujours facile. Par exemple, en ce qui concerne les enfants, pour eux, ce sont les parents qui doivent prendre l'initiative. Même lorsqu'une femme est porteuse du VIH-Sida, le test de dépistage de son enfant doit être volontaire et le droit au refus est reconnu. Le dépistage obligatoire ou imposé par un prestataire de soins est contraire aux bonnes pratiques de la santé publique et constitue une violation des droits de l'homme. Comment donc dépister efficacement les enfants? Quels sont les obstacles et les solutions possibles? Nous avons posé ces questions au Dr Malik Koulibaly. Il est médecin épidémiologiste et conseiller au programme prévention et de lutte contre les pandémies en Afrique de l'Ouest, un programme mené par l'Agence allemande de coopération pour le développement. Tout d'abord, il nous a expliqué pourquoi certains types de tests sont plus appropriés pour les enfants. Au niveau du diagnostic du VIH, il y a plusieurs types de tests. Il y a des tests donc, qui sont basés sur la détection des anticorps, des tests qui sont basés sur la détection des anticorps ou des antigènes. Et donc, il y a des tests donc, qui utilisent des techniques beaucoup plus sophistiquées pour détecter l'ADN viral ou bien l'ARN. L'ADN, c'est acide désoxyribonucléique et l'ARN, acide ribonucléique, donc viral. Mais maintenant, au niveau des enfants, les enfants de moins de 18 mois, il est conseillé d'utiliser les tests de détection des acides nucléiques parce qu'il y a une persistance des anticorps maternels chez l'enfant jusqu'à 1 an et parfois 18 mois. Donc, si l'on fait un test basé sur les anticorps, ça ne serait pas efficient parce qu'on va voir souvent les anticorps maternels circulant dans le sang de l'enfant et croire que l'enfant est infecté alors qu'il ne l'est pas. Au Burkina Faso, on utilise très souvent la technique DBS qui veut dire Dry Blood Spot, c'est-à-dire que le sang donc, est séché sur des papiers buvards et donc qui facilite donc, le transport dans des conditions normales. Présentement, dans la ville de Ouagadougou, où j'ai fait l'étude, ces techniques ne sont disponibles que dans les laboratoires des hôpitaux universitaires. Voilà, donc il y en a 3 précisément à Ouagadougou. Et donc le circuit est organisé, les formations sanitaires, les centres de santé sont répartis autour de ces laboratoires.
Voilà, donc les enfants sont prélevés et les prélèvements donc sont envoyés au niveau du laboratoire. Donc on imagine que ceux qui sont dans les coins reculés, les zones rurales et tout ça, on prélève juste et on envoie au niveau de la capitale. C'est comme cela que ça se passe? Voilà. Au niveau, le système de santé du Burkina est organisé en districts sanitaires. Donc les formations sanitaires rurales dépendent donc d'un district qui a un siège. Et donc les DBS sont réalisés dans les formations sanitaires s'il y a des agents capables de le faire, ou alors les femmes sont invitées donc à venir au siège du district pour réaliser donc ces DBS. Et comme il n'y a pas suffisamment d'agents formés, très souvent ces femmes sont regroupées une fois par mois. Et donc ce qui explique donc en partie les opportunités manquées. Justement, est-ce que les parents sont assez ouverts aux tests, puisque on sait que les enfants n'ont pas toujours la maturité pour décider? Tout à l'heure vous avez mentionné le fait que les femmes sont invitées. Est-ce qu'elles viennent en masse? Est-ce qu'en particulier il y a des difficultés par rapport à ça? Bon, il y a certaines difficultés à cause de la stigmatisation. Voilà, à cause de la stigmatisation parce que avoir le VIH dans certaines communautés, c'est mal vu. Donc c'est la grande difficulté. Et deuxièmement, souvent aussi les gens ne comprennent pas qu'il faut tester l'enfant s'il se porte bien. Très souvent, les parents affectent facilement tester l'enfant quand ils constatent qu'il est régulièrement malade. Voilà. Et c'est ce qui pose la difficulté aux choses. Les gens ne testent pas. Les parents ne testent pas les enfants à temps. Ils attendent au moment où il est malade. Quand il est gravement malade, il vient maintenant dans les centres de santé. Et le médecin, en ce moment, constate qu'il y a un problème. Et donc, il propose le diagnostic. Alors, pourquoi cela? On sait, par exemple, qu'en principe, quand une femme est enceinte, on lui propose de faire le test de dépistage. Est-ce que certaines femmes refusent de faire le test? Et est-ce qu'il y a des cas où le personnel a testé des femmes ou des enfants sans l'autorisation des parents? Oui, il y a plusieurs raisons qui expliquent que les enfants ne soient pas testés. Puisque j'ai dit tantôt que les femmes sont souvent regroupées, peut-être une fois par mois, pour faire des prélèvements. Voilà. Il se pose des problèmes de disponibilité, souvent. Si on dit, bon, venez ce jeudi pour faire les choses, si je ne suis pas disponible, donc je vais rater cette opportunité. Voilà. Deuxièmement, il y a des problèmes de stigmatisation. Le fait de regrouper les femmes. Oui. Donc les femmes se voient entre elles. Donc il y a certaines femmes qui ne veulent pas cela. Parce qu'elles veulent toujours cacher leur statut. Et voilà. Donc ça, c'est une difficulté. Il y a une autre difficulté, il y a le circuit de diagnostic des enfants. Parce que les enfants sont testés, mais beaucoup d'enfants n'auront pas leurs résultats. Parce que les tests sont envoyés au niveau des hôpitaux universitaires, c'est techniqué là-bas, et les résultats sont renvoyés au niveau du district. Et il faut retrouver donc ces femmes pour leur remettre le résultat. Donc beaucoup ne reviennent pas chercher les résultats. Voilà, beaucoup ne reviennent pas et souvent on ne les retrouve pas parce que bon, au Burkina Faso, le système d'adressage n'est pas aussi développé. Tout le monde n'a pas un numéro de téléphone où on peut le joindre. Donc il y a des résultats qui restent sans suite en fait. Il y a aussi souvent des problèmes donc, au niveau même des laboratoires. Il y a des ruptures de réactifs et il y a des pannes souvent des appareils qui font que souvent le prélèvement est fait, mais on n'arrive pas à obtenir le résultat à temps. Souvent même l'enfant même peut décéder parce que j'ai vu des cas où ça fait 4 mois. L'enfant a été prélevé, on a dit 4 mois pour avoir le résultat parce qu'il y avait rupture de réactifs. Et donc le laboratoire stocke les prélèvements. Il y a une autre difficulté, c'est que le Burkina Faso a une faible prévalence. Alors qu'au niveau des tests de laboratoire, il faut avoir, pour rendre les tests efficients, il faut avoir un certain nombre avant de lancer la machine. Parce que le test coûte cher. Si vous lancez la machine avec 1 ou 2 tests, vous perdez les autres réactifs qui vont avec. Et donc souvent, les laboratoires donc, attendent d'avoir un certain nombre de prélèvements avant de lancer la machine. Ça aussi, ça cause des retards. Voilà. Dans certains cas, comme vous l'avez mentionné pendant votre exposé, le personnel a dû faire des tests sans informer les parents. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est arrivé comment? Oui, dans notre étude, il y a une femme qui a mentionné que son enfant a été testé à son insu. Souvent, les agents de santé, bon, ils se disent qu'ils n'ont pas souvent suffisamment le temps pour convaincre les femmes. Ils ont beaucoup de patients. Donc, il arrive
ce sont des pratiques que l'on déplore. Il arrive que certains agents, surtout les infirmiers, avec les tests rapides, qui peuvent donc faire des prélèvements sans le consentement des parents parce qu'ils savent que la maman est infectée. Et donc ils se disent, bon, pour le bien de l'enfant, on doit le tester. Mais la procédure veut qu'on puisse convaincre le parent, voilà, qui donne son consentement, au moins le consentement d'un parent avant de faire le prélèvement. Parce que cela facilitera la prise en charge. Si vous faites le test à l'insu du parent, c'est le parent qui doit prendre en charge l'enfant. Si le parent ne coopère pas, ne collabore pas, le traitement ne va pas marcher. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un peu cher de faire ces tests-là et tout. Est-ce qu'il y a des campagnes gratuites ou alors est-ce qu'il faut payer et à combien à peu près? Non, selon le programme fournit en fait des réactifs. En principe, c'est gratuit. Voilà, en principe, c'est gratuit, sauf si elles vont dans des formations sanitaires privées. Ah, ok. Voilà, parce que bon, pour des problèmes de confidentialité, stigmatisation, souvent il y a des femmes qui ne veulent pas le public et donc ils vont dans des laboratoires privés. En ce moment, bon, ça coûte cher. Sinon, en principe, c'est gratuit ou dans les pires des cas, c'est subventionné. Voilà, mais à ma connaissance, en tout cas, c'est gratuit. Oui. Alors, on va finir par là. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire pour améliorer, pour que le plus d'enfants soient testés et pris en charge des enfants qui sont dépistés positifs au VIH? Alors, la première recommandation, c'est d'abord aux agents de santé qui reçoivent ces femmes donc, en consultation prénatale, c'est de prendre le temps de les faire comprendre l'importance de la consultation prénatale, l'importance donc de diagnostiquer les enfants très tôt. Voilà, pour convaincre les parents, parce que si les parents sont convaincus, donc ils vont réaliser le diagnostic de leurs enfants. Voilà, donc ça c'est la première étape. Mais il faut aussi que nos autorités puissent assurer le minimum, qu'ils puissent former les agents, par exemple dans les différents prélèvements, suffisamment d'argent pour que le service soit accessible. Et il faut aussi qu'ils fournissent le matériel. Voilà, qu'on puisse donc avoir une maintenance régulière pour éviter les pannes et qu'il n'y ait pas de rupture de réactif. Voilà, pour que, parce que les parents peuvent bien vouloir tester leurs enfants, mais si la machine est en panne, ça pose des problèmes. Nous remercions le docteur Malik Coulibaly pour toutes ces explications. Le docteur Malik Coulibaly que nous avons interviewé lors de la 10e conférence européenne de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Pour atteindre l'objectif de 90% de taux de dépistage, l'une des conditions, c'est que les mamans vivant avec le VIH aient accès aux services de dépistage du VIH. Surtout, elles doivent être bien sensibilisées sur les types de tests à effectuer et la périodicité nécessaire pour s'assurer que l'enfant est sain ou bien suivi. C'est de cela que nous avons parlé avec le professeur Madeleine Folquet, chef du service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Cocody en Côte d'Ivoire. Pour commencer, elle nous a fixé sur les modes de contamination du VIH chez les enfants. Il faut dire que 90% des infections à VIH se font par transmission mère-enfant, encore appelée transmission verticale. La transmission mère-enfant est le mode de contamination quasi exclusif de l'enfant. Ça peut se faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et ça vraiment, ça représente 10 à 20% du mode de contamination, et également pendant l'allaitement. Et on a dénombré des facteurs de risque pour la transmission mère-enfant. Ce sont les facteurs maternels, c'est-à-dire qu'une femme qui a une charge virale élevée, parce qu'elle a été pour la première fois en contact avec le virus pendant qu'elle est enceinte, ou bien qui a un stade avancé de la maladie, ou qui a une carence, a plus de risques de contaminer son enfant par le VIH. Et on a vu également des facteurs viraux. Le VIH1, il est très contagieux, très susceptible de passer par voie transplacentaire. Et les facteurs placentaires et les facteurs obstétricaux, tels qu'une rupture prématurée des membranes, qui fait que l'enfant n'est pas protégé. Donc, le virus est susceptible de le contaminer. Il y a également l'allaitement, vous avez vu, il rentre dans les différents modes de transmission. Donc, il faut retenir que 15 à 20% des gestantes qui sont séropositifs ont un risque de contaminer leur enfant en l'absence d'intervention. À partir de quel moment une maman peut savoir ou alors les médecins peuvent savoir qu'un enfant est contaminé? Est-ce qu'à la naissance, on doit immédiatement faire le test? Comment ça se passe?
Quand on sait que la maman est séropositive, donc elle a été dépistée au cours des consultations prénatales ou bien pendant l'accouchement et qu'on a vu qu'elle était séropositive, dès que l'enfant sort, normalement, il est possible de savoir si cet enfant est infecté par le VIH. Donc la détection peut se faire dès la naissance. Dans les pays développés, on le fait dès la naissance par des méthodes directes, c'est-à-dire par la PCR. Là, on met en évidence le virus. Donc, ça peut se faire dès la naissance, mais il faut répéter à 1 mois, 3 mois. Mais dans nos pays aux ressources limitées, on a choisi de faire cette méthode directe là, de détection à 6 semaines. À 6 semaines de vie, il n'y a pas encore de manifestation clinique de la maladie. On parle de dépistage précoce. L'enfant vient à 6 semaines, c'est-à-dire qu'il vient pour sa première dose de vaccination, diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, etc. Et on profite du fait qu'ils viennent pour sa vaccination pour faire sa PCR. Et normalement, au bout de 2 semaines, on a les résultats de cette PCR et on peut savoir si cet enfant est positif ou non. Donc, on ne choisit pas la sérologie VIH parce que la sérologie VIH met en évidence les anticorps. Et chez le nouveau-né, il y a transmission des anticorps maternels, ce qui fait que la sérologie sera positive sans pour autant nous dire que cet enfant est infecté par le virus. Donc, il faut faire le dépistage par la méthode directe qui est la PCR et qui se fait à 6 semaines. Donc, dès 6 semaines, ça prend 2 semaines ou à 1 mois pour avoir les résultats. Donc, disons, à 8 semaines, à 9 semaines, on peut déjà savoir si cet enfant est positif ou négatif. S'il est négatif, c'est qu'il est négatif. Mais si cet enfant est allaité, il faut refaire la PCR à l'arrêt de l'allaitement. Comme je vous ai dit, l'allaitement peut être source aussi de transmission d'une infection à VIH. Donc, il est possible. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des manifestations cliniques. Il faut vraiment faire le dépistage le plus précocement possible. La PCR, c'est la méthode directe. C'est pour voir si le virus est présent chez l'enfant, chez le nouveau-né. Parce que si vous faites la sérologie, ce sera positif parce que ce sont les anticorps maternels qui lui sont transmis. Donc, on ne sait pas encore s'il est vraiment infecté par le virus, si on fait la sérologie. Donc, il faut faire la PCR. Ça se fait à 6 semaines de vie. Dès qu'on fait cette PCR, que cette PCR revient positive, cet enfant-là, on lui fait un bilan et il est mis automatiquement sous traitement. Après avoir obtenu l'adhésion de la mère, parce que c'est elle qui va lui donner les médicaments, les antirétroviraux, il faut qu'elle comprenne le bien fondé du traitement antirétroviral. Et ce traitement antirétroviral, jusqu'à preuve du contraire, sera donné à vie. Ce traitement antirétroviral permettra à l'enfant de combattre l'infection à VIH, permettra à l'enfant d'avoir une charge virale qui est indétectable, donc de vivre comme tout autre enfant. Nous remercions le professeur Madeleine Folquet pour son témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions santé. Notre consultant, le Dr Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le Dr Guincap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. J'aimerais savoir s'il y a des sanctions à l'encontre de personnes de santé qui, après avoir fait un test de dépistage, et après cela, ils ont l'habitude de divulguer les informations et transmettre ces informations à leurs proches. Et je voudrais savoir s'il y a une sanction prévue pour ce genre de comportement. Le secret médical ou professionnel a pour but d'instaurer et de maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge des patients. Car toute personne prise en charge par un médecin ou par une formation sanitaire a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations qui la concernent. Le personnel de santé a de ce fait une obligation morale, légale et déontologique de conserver dans le secret absolu des informations confidentielles qui sont parvenues à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession. Ainsi, par exemple, toute personne qui va divulguer des informations qu'il a pu obtenir
par exemple, sur la séropositivité d'un patient, toute personne qui, à l'issue par exemple d'un test, un test sérologique, a connaissance des résultats et va divulguer ces informations-là dans son entourage, risque des sanctions parce qu'il aura violé le secret professionnel, il aura violé le secret médical. Il court notamment 2 sanctions. La première sanction est l'infraction et la condamnation pénale qui peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et des millions de francs d'amende. La deuxième sanction est la sanction disciplinaire ordinale, car c'est une faute professionnelle de divulguer des informations qui rentrent dans le cadre du secret professionnel, du secret médical. Donc, cette personne aura des sanctions disciplinaires ordinales. Et ces sanctions peuvent aller du simple blâme à, je voulais dire, ces sanctions peuvent aller de l'avertissement en passant par le blâme jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur qui voudrait savoir les conséquences encourues par une personne qui divulgue des informations couvertes par le secret professionnel, le secret médical. Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse. Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vit à le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage, parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question. N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée au dépistage du VIH-Sida chez les enfants. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Malik Koulibaly, médecin épidémiologiste et conseiller au programme Prévention et de lutte contre les pandémies en Afrique de l'Ouest. Un programme organisé par l'Agence allemande de coopération pour le développement. Il nous a parlé des difficultés à réaliser ces tests et des moyens d'y remédier. Nous avons également écouté le témoignage du professeur Madeleine Folke, chef du service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Cocody en Côte d'Ivoire. Elle nous a expliqué pourquoi, quand et comment faire ces tests. Des informations utiles pour les femmes enceintes ou les parents à qui les lois et les pratiques de santé publique reconnaissent la responsabilité d'autoriser ces tests. À tous, nous disons merci. Nous disons également merci à Firmin Koyoida qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui nous ont aidés à la préparation
préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Abdelrahman Zainab et de Cher Thierro qui étaient à la console. À la présentation, c'était Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.